J'étais assis là, dans la luxueuse salle de mon restaurant italien préféré au cœur de Boston, avec un verre de vin rouge scintillant sous la lumière du lustre en cristal. Aujourd'hui était un jour spécial. Le jour où moi, Landon Reeves, 35 ans, suis officiellement devenu millionnaire. Après 7 ans de sueur, de sang et de larmes avec ma start-up technologique, je l'avais vendu pour 45 millions de dollars. Ce chiffre sonnait encore comme un rêve, comme une belle rêverie dont je n'étais pas sûr de m'être encore réveillé. Mais maintenant, j'étais assis ici, essayant de profiter du dîner de célébration avec ma famille. Famille. Le mot avait maintenant un goût un peu amer dans mon esprit, mais à ce moment-là, j'essayais encore de garder tout le monde joyeux. J'avais toujours été du genre calme et rationnel. En affaires, je croyais en l'éthique professionnelle plus qu'en toute autre chose. Pas de tricherie, pas de raccourcis, juste du travail acharné et construire à partir de zéro. C'est pourquoi ma start-up a réussi. Pas la chance, mais la persévérance. Et maintenant, assis à cette table, je voulais partager cette joie avec mes plus chers proches. Mais l'atmosphère, elle n'était pas tout à fait aussi chaleureuse que je l'avais espéré. Mon père, Damon Reeves, 62 ans, était assis en bout de table comme une statue de pierre. Il avait été ingénieur mécanicien dans une usine pendant 40 ans, et sa personnalité était aussi rigide que les machines qu'il réparait. Son visage était sévère, avec des yeux profonds sous d'épais sourcils, et il n'arrêtait pas de me le rappeler. Landon, maintenant que tu es riche, tu dois te souvenir de la grâce de ton éducation. Tes parents t'ont élevé, ont tant sacrifié pour que tu aies ce jour. Sa voix était basse et résonnante, portant une pointe de reproche, comme si ces 45 millions de dollars étaient une dette que je devais rembourser immédiatement. J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai essayé de ne pas laisser ces paroles gâcher l'ambiance. Oui, papa, je sais. Je m'occuperai de tout le monde. Ma mère, Aria, 58 ans, était assise à côté de mon père, silencieuse comme une ombre. Elle avait été femme au foyer toute sa vie, si douce que parfois je me demandais si elle avait même ses propres opinions. Elle était juste assise, mangeant lentement, savourant sa salade César, me jetant de temps en temps des regards timides, comme si elle s'inquiétait de quelque chose ou ne savait tout simplement pas quoi dire dans cette atmosphère. J'aimais ma mère, mais parfois son silence me faisait me sentir encore plus seul. Puis il y avait mon frère aîné, Blake, 37 ans. C'était un spécialiste de la finance, toujours impeccablement vêtu d'un costume gris brillant, les cheveux bien coiffés et un sourire social parfait. Mais je savais que derrière cette façade se cachait l'envie et l'égoïsme qu'il essayait de dissimuler. Depuis l'enfance, Blake avait toujours été la star de la famille, le fils aîné, le meilleur élève, un emploi stable. Tandis que moi, le preneur de risques avec la start-up, j'avais autrefois été considéré comme le rêveur. Maintenant, il n'arrêtait pas de verser du vin à tout le monde, surtout à moi. Allez, petit frère. Félicitations. 45 millions de dollars, hein? Tu le mérites. Il riait bruyamment. Je l'ai remercié, mais à l'intérieur, je me sentais un peu mal à l'aise. J'ai essayé de maintenir l'atmosphère joyeuse. Levant mon verre, j'ai dit « Merci à tous. Papa, maman, Blake, sans la famille, je n'aurais rien accompli. C'est notre succès, à nous tous. » Tout le monde a trinqué, le son du cristal résonnant de manière nette. Papa a hoché la tête avec satisfaction. Maman a souri faiblement et Blake m'a tapoté l'épaule. À ce moment-là, j'ai pensé que tout allait bien. Après 7 ans de lutte, de nuits blanches à coder, de quasi-faillite, de réunions tendues, je pouvais enfin pousser un soupir de soulagement. 45 millions de dollars. Je les utiliserai pour investir, aider ma famille et vivre une vie pleine de sens. Je n'étais pas avide. Je voulais juste les quitter. Mais ensuite, après quelques verres de vin, mon téléphone a sonné. C'était un appel de l'avocat confirmant quelques derniers détails sur l'accord. Je me suis excusé auprès de tout le monde, je me suis levé et je suis sorti dans le couloir pour le prendre. L'appel a été court, juste quelques minutes, mais quand je suis revenu, mon cœur a soudainement battu plus vite. La porte de notre salle privée était légèrement entr'ouverte, une lumière chaude s'en échappant. Je me suis dirigé vers elle, mais soudain, une jeune silhouette, le serveur, s'est précipité vers moi, me saisissant le bras. Son visage était paniqué, ses yeux allant et venant comme s'il craignait d'être vu. « Monsieur Reeves, n'est-ce pas » murmura-t-il, la voix tremblante.
J'ai hoché la tête, un peu surpris. Qu'est-ce qui ne va pas? Il se pencha près de mon oreille, respirant lourdement. J'ai vu votre frère verser quelque chose dans votre verre de vin quand vous êtes sorti pour prendre l'appel. Je me suis figé. Mon cœur a semblé s'arrêter une seconde. Quoi? Qu'avez-vous dit? Il hocha la tête frénétiquement, ses yeux balayant toujours les alentours. J'en suis sûr, monsieur. C'était une sorte de poudre blanche. Il pensait que personne ne voyait, mais je l'ai vu à travers l'entrebâillement de la porte. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'avait pas l'air normal. Faites attention, s'il vous plaît. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de foudre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Blake, mon propre frère. Versant de la poudre blanche dans mon vin. Impossible. Nous étions frères de sang. Mais le serveur avait l'air vraiment terrifié, pas comme s'il plaisantait. Le serveur baissa la tête, puis se détourna précipitamment comme s'il craignait de s'impliquer. Je suis resté là, les mains et les pieds glacés. Mon esprit était en ébullition. Pourquoi Blake ferait-il ça? Par envie pour les 45 millions de dollars, ou est-ce que j'imaginais des choses? Quand je suis retourné au dîner de famille, l'atmosphère est soudainement devenue étouffante, fausse au point de suffoquer. La pièce était toujours la même. Le lustre scintillant, une musique douce provenant des haut-parleurs, l'odeur parfumée de la nourriture. Mais tout semblait maintenant être une mauvaise pièce de théâtre. Ma famille était toujours assise là, riant et parlant comme si de rien n'était. Mon père racontait une vieille histoire sur ses jours d'ingénieur, sa voix basse et têtue comme toujours. Ma mère hochait la tête, piquant un morceau de salade avec sa fourchette. Blake riait bruyamment, applaudissant en rythme, mais je sentais qu'il jouait la comédie. Chaque sourire, chaque geste semblait mis en scène pour cacher quelque chose de sombre. Je me suis assis, les mains sous la table, serré si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma chair. Le verre de vin était toujours juste devant moi, d'un rouge profond, scintillant sous la lumière de la bougie. C'était comme une bombe à retardement, attendant que je la touche. Mon cœur battait la chamade, le bruit sourd résonnant dans mes oreilles, noyant les voix autour de moi. J'ai jeté un coup d'œil au verre, puis à ma famille. Le savait-il ou seulement Blake? Le doute a commencé à se répandre comme un courant froid parcourant ma colonne vertébrale. Blake a été le premier à remarquer mon changement. Il s'est penché en avant, versant un peu plus de vin dans le verre de papa, puis s'est tourné vers moi avec son sourire poli familier. Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Tu as l'air pâle. Bois. Ce vin est bon. Pour te célébrer. Il a poussé le verre vers moi, sa voix insistante, sonnant plus comme un ordre qu'une invitation. Je l'ai regardé, essayant de lire ses yeux, polis, mais quelque chose a brillé. De la suffisance ou étais-je paranoïaque? Je vais bien, frérot, ai-je balbutié, forçant un sourire. Mais ma main n'a pas bougé. Mon père a jeté un coup d'œil à mon verre, puis à moi avec un regard sévère. Bois, fils. Ne le gaspille pas. Aujourd'hui est un jour heureux. Sa voix était rigide, comme pour me rappeler une fois de plus la dette de l'éducation. Maman n'a rien dit, mais je l'ai vu jeter un coup d'œil furtif au verre, ses yeux timides comme si elle attendait que je le prenne. Le savait-elle? Ou était-elle juste inquiète parce que j'avais l'air bizarre? Le doute a grandi. Chaque regard, chaque geste rendait tout ce qui m'entourait étranger. C'était ma famille. Les gens qui m'ont élevé, partagé la nourriture et les vêtements, m'ont enseigné la morale. Pourquoi me semblait-il maintenant des étrangers ou pire, des ennemis? J'ai essayé de me joindre à la conversation, demandant à maman comment elle allait, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Chaque seconde qui passait, ce verre ressemblait à un défi. Blake a insisté à nouveau. Allez, Landon. Bois-le. Je te l'ai versé. Il a souri, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Je l'ai regardé, me souvenant de vieux souvenirs. Les fois où il m'aidait avec mes devoirs, les matchs de football dans le jardin. Mais maintenant, tout était déformé. Poudre blanche. Poison pour de l'argent. 45 millions de dollars. Cela ressemblait maintenant à une malédiction. Le doute s'est transformé en peur. Mon cœur s'est emballé. Une sueur froide a perlé à la nuque. J'ai imaginé le boire. Crampe d'estomac,
évanouissement. Se réveiller dans un hôpital ou pire, ne jamais se réveiller. Que dirait-il? Un accident ou une dissimulation? J'ai jeté un coup d'œil à papa. Il était toujours sévère, mais ses yeux se posaient plus souvent sur le verre. Maman serrait sa serviette fermement, comme si elle était tendue. Était-il complice ou seulement Blake? Mon esprit tournait. La raison essayait de tenir bon, mais l'émotion prenait le dessus. Je n'en pouvais plus. J'ai besoin de sortir un moment, dis-je, la voix tremblante, me levant précipitamment. Dehors, dans le couloir, l'air frais s'est engouffré, mais mon cœur battait toujours la chamade. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Quoi faire? L'ignorer ou agir? La raison me l'a dit. Je ne pouvais pas prendre le risque. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes alors que je composais le numéro de la police. Bonjour? Je soupçonne qu'il y a quelque chose d'étrange dans mon verre de vin au restaurant italien de Bacon Street. Oui, j'ai vu mon frère le mettre dedans. S'il vous plaît, venez vite. L'appel a été court, mais chaque seconde d'attente a semblé des heures. Je suis retourné dans la pièce, essayant de garder un visage normal, mais l'anxiété a dû transparaître. Blake a insisté à nouveau. Bois, petit frère. Cette fois, sa voix était plus sèche. Papa a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Landon? Maman a jeté un coup d'œil, ses yeux brillants. Inquiétude ou culpabilité? Un instant plus tard, on a frappé à la porte. 2 policiers sont entrés, les uniformes impeccables, les visages sérieux. La salle à manger est tombée instantanément silencieuse. Les rires se sont arrêtés net, seule la faible musique de fond subsistant. Je me suis levé, la voix tremblante. C'est moi qui ai appelé. Je soupçonne que ce verre de vin a quelque chose d'étrange. Ils ont hoché la tête, ont demandé à prendre le verre pour analyse. Blake m'a dévisagé, ses yeux s'assombrissant. Papa a bondi, le visage rouge de colère, criant « Qu'est-ce que tu fous, Landon ?» salissant l'honneur de la famille en public. « As-tu perdu la tête ?» Maman s'est levée, paniquée, serrant sa serviette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Fils, tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi ferais-tu ça? Tu embarrasses tes parents devant des étrangers. » Sa voix tremblait, les yeux se remplissant de larmes. Je l'ai regardé, le cœur tordu. Je ne voulais pas ça, mais la peur était plus grande. Blake m'a dévisagé, puis a soudainement pris le verre. À la surprise de tout le monde, il l'a bu d'un trait, s'est essuyé la bouche. Tu vois, pas de poison. Mon petit frère imagine juste des choses. Il a ri bruyamment, mais le rire était forcé, son visage légèrement pâle. L'atmosphère s'est brisée. Maman a expiré comme si un poids avait été soulevé. Papa m'a regardé comme un étranger, les yeux pleins de déception. La police a pris des notes, a fait une vérification rapide, puis est partie après avoir confirmé que tout était en sécurité, du moins en surface. Mais pour moi, tout s'était effondré. Je suis resté silencieux, la culpabilité et la confusion m'envahissant. Je me sentais comme un fou suspectant ma propre chair et mon propre sang. Blake l'a bu et il allait bien, n'est-ce pas? Peut-être que le serveur s'était trompé ou que j'étais paranoïaque à cause du stress. 45 millions de dollars. Peut-être que cela m'a rendu trop méfiant. Papa a secoué la tête. Tu m'as embarrassé. Maman a sangloté doucement. Blake m'a jeté un regard méprisant. Petit frère, tu es allé trop loin. La famille s'est mise en colère et est partie. Papa est parti froidement sans regarder en arrière. Maman n'a rien dit, se contentant d'essuyer ses larmes. Blake est parti le dernier, jetant un regard méprisant avant de quitter la pièce. Le restaurant est retourné au calme, me laissant seul à la table inachevée. Le verre vide, la lumière vacillante de la bougie sur le point de s'éteindre. J'ai regardé autour de moi, le cœur vide. J'ai immédiatement cherché le serveur. Il a tremblé en me voyant. « Monsieur, je suis désolé. C'était peut-être juste du sucre. S'il vous plaît, n'en faites pas toute une histoire. Je vais perdre mon travail. » Il a supplié, les yeux rouges. J'ai hoché la tête, mais mon cœur était en ébullition. J'ai quitté le restaurant en silence.
Le vent de Boston soufflait un froid glacial. Je suis rentré chez moi à pied, l'esprit en ébullition. Le regret se mêlait au doute. Me suis-je sauvé ou ai-je détruit ma famille? 45 millions de dollars. Est-ce que ça en valait la peine? Cette nuit-là, je suis resté éveillé, l'image du verre me hantant. Il était d'un rouge profond, scintillant sous la lumière de la bougie, et Blake le prenant et le buvant d'un trait, le sourire forcé sur ses lèvres. Puis le visage en colère de papa, celui, déçu, de maman. Il se répétait comme une bobine de film cassé, sans fin. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, une sueur froide perlant, essayant de les chasser, mais en vain. Ce n'était que le début de longues nuits d'insomnie. Les semaines ont passé, mais l'obsession ne s'est pas estompée. Je vivais dans un appartement de luxe au cœur de Boston, un endroit que je pensais autrefois être le paradis après la vente de l'entreprise. Maintenant, ce n'était qu'un espace vide rempli des échos de souvenirs. Chaque nuit, je me réveillais à mi-chemin, le cœur battant, voyant Blake boire à nouveau dans le verre. « Tu vois ? » ?»« Rien du tout, disait-il. Mais sa voix sonnait étrange, comme s'il dissimulait quelque chose. Puis papa se levant et criant, maman sanglotant doucement. Ces images s'accrochaient à moi comme des fantômes dans un rêve. Pendant la journée, j'essayais de travailler, de planifier des investissements pour les 45 millions de dollars, de rencontrer des partenaires, mais mon esprit vagabondait toujours. Lors d'une réunion importante, je me suis soudainement figé, me souvenant du regard méprisant de Blake. « Tu penses vraiment que je suis si méchant ?» Ces mots résonnaient, me faisant douter. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que le serveur s'était trompé, et que moi, sous le stress après la grosse affaire, j'avais tout imaginé. J'ai commencé à croire que j'étais allé trop loin. Toutes les suspicions de ce jour-là n'étaient que stress et imagination. 7 ans de vie de start-up, la pression de la vente de l'entreprise, puis le dîner de famille. J'étais paranoïaque à cause de l'épuisement, de la peur de tout perdre. La culpabilité m'étouffait jour après jour comme un nœud coulant se resserrant autour de mon cou. Je me souvenais des appels à mes parents après le dîner. Les sonneries sans fin, puis le silence. Les messages à Blake, « Frérot, je suis désolé. Parlons. » Pas de réponse. Ils étaient silencieux, et ce silence était plus lourd que n'importe quelle réprimande. Je me suis blâmé. Pourquoi appeler la police? Pourquoi ne pas confronter en privé? J'étais le traître, suspectant ma propre chair et mon propre sang à cause de la parole d'un étranger. 45 millions de dollars, ça m'avait changé, m'avait transformé en une personne paranoïaque et égoïste. J'errais dans les rues de Boston, regardant d'autres familles rire et jouer, et mon cœur me faisait mal. J'avais ça autrefois. Maintenant, c'était parti. Plus je pensais, plus la culpabilité montait. Je me souvenais de l'enfance dans la banlieue de Boston, la petite maison avec le potager de maman. Papa m'apprenant à réparer mon vélo. Strict, mais plein d'amour. Blake jouant au ballon avec moi, même s'il gagnait toujours. Ces souvenirs coupaient maintenant comme des couteaux. Avais-je tout détruit pour un verre de vin? J'essayais de me convaincre, pas de poison. Blake l'a bu et allait bien. Le serveur a juste confondu la poudre avec du sucre. Je devais m'excuser, arranger les choses. Sinon, je perdrais ma famille pour toujours. Un après-midi d'automne, des feuilles dorées tombant partout dans les rues. J'ai décidé d'agir. J'ai acheté une bouteille de vin rouge coûteuse, du genre que papa aimait, et un bouquet de roses pour maman. En conduisant vers la banlieue, mon cœur s'est emballé. La vieille maison est apparue avec sa clôture blanche et la fumée s'élevant de la cheminée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai frappé, espérant qu'il me pardonnerait. C'était ma chance d'arranger les choses. En entrant, une atmosphère inhabituellement froide m'a frappé. Pas l'odeur familière des pâtisseries de maman, pas le son de la télé du salon, juste un silence lourd comme une tombe. Mon père était assis dans son vieux fauteuil, le visage dur comme de la pierre, les yeux me fixant froidement. Il ne s'est pas levé pour m'accueillir, a juste hoché la tête avec indifférence. Maman était assise à côté de lui, les mains serrant fermement sa tasse de thé, sans me regarder. Mon cœur s'est serré. « Papa, maman, je suis venu m'excuser, dis-je, la voix tremblante, posant le vin et les fleurs sur la table. Papa a regardé le bouquet, puis moi, les yeux rouges de colère.
Je venais de commencer une excuse plus complète. J'avais tort. Je n'aurais pas dû soupçonner. Quand il a frappé la main sur la table, le bruit sec me faisant sursauter. T'excuser? Tu penses qu'une excuse suffit, Landon? Tu as humilié toute la famille. Les gens racontent que la famille Reeves fait l'objet d'une enquête pour avoir tenté d'empoisonner leur propre fils. L'honneur que j'ai bâti pendant des années. Tu l'as piétiné. Sa voix grognait, le visage rouge comme une tempête sur le point d'éclater. Je suis resté figé, le cœur tranché. L'honneur, le mot qu'il mentionnait toujours. Maintenant, une lame qui me poignardait. Maman a levé les yeux brillants de larmes, la voix tremblante. Landon, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais soupçonner ton propre sang. Nous sommes une famille. Comment as-tu pu faire ça? Ses paroles étaient douces mais vives, m'étouffant. Elle, la toujours douce, sans opinion, les prononçait maintenant comme un verdict. Je voulais m'agenouiller, lui serrer les jambes, mais mes pieds étaient enracinés. Je suis resté immobile, la voix tremblante, essayant d'expliquer. J'avais juste peur, maman. Le serveur a dit ça et j'ai pensé je voulais me protéger. Je ne voulais offenser personne. J'aime ma famille. Mais plus je parlais, plus papa s'énervait. Il s'est levé, pointant mon visage du doigt. Peur. Te protéger, enfant ingrat. Je t'ai élevé, j'ai tout sacrifié, et maintenant que tu es riche, tu te retournes et tu nous soupçonnes. Est-ce que 45 millions de dollars t'ont aveuglé? Sa voix a résonné dans la pièce, me faisant reculer. Ingrat, le mot m'a giflé. Je me suis souvenu des années où papa travaillait dur, maman veillant tard à coudre pour subvenir à nos besoins. Maintenant, j'étais le traître. Soudain, des pas sont venus de l'étage. Blake est apparu, me surprenant. J'ai été surpris de le voir chez nos parents. Il vivait seul. Blake avait l'air pâle, comme s'il venait de se remettre d'une maladie. La peau cireuse, des cernes sous les yeux. Mais le faible sourire était toujours sur ses lèvres, ce faux sourire poli. Il est descendu, a tapoté l'épaule de papa, puis s'est tourné vers moi avec un ton mordant. Petit frère, que fais-tu ici? N'as-tu pas assez détruit? Osé appeler la police pour interroger ta famille, et maintenant tu as le culot de t'excuser. Penses-tu que nous sommes des meurtriers? Ses paroles étaient vives, pleines de ressentiment. Je l'ai regardé, remarquant qu'il avait perdu du poids, comme s'il avait été malade. Ou non. J'ai repoussé cette pensée. La culpabilité m'étouffait encore. Je me suis tourné vers maman, espérant qu'au moins elle me pardonnerait. Elle était toujours la plus tendre, toujours le tampon entre papa et nous. Maman, tu me comprends, n'est-ce pas, murmurai-je, les yeux suppliants. Mais elle s'est juste détournée, ne disant rien. Ce silence faisait plus mal que n'importe quelle réprimande. C'était comme une blessure profonde, confirmant que j'avais tout perdu. Elle qui m'avait autrefois tenu pendant que je pleurais sur les échecs de ma start-up, maintenant elle me tournait le dos. Mon cœur s'est brisé. Papa a pris une profonde inspiration, puis a déclaré, la voix glaciale. À partir de maintenant, je te renie. Ne reviens pas dans cette maison si tu as encore un peu de respect pour toi. Va-t'en, Landon. Il s'est assis, détournant le visage. Blake se tenait froidement, regardant, les bras croisés, le faible sourire toujours sur ses lèvres, ne disant plus rien. Je suis resté là, les jambes engourdies. Les mots de papa ont frappé comme un marteau de forgeron. Renier. Ces deux mots étaient lourds, mettant fin à tout. J'ai quitté la maison, les pieds lourds sur le chemin familier. Dans ma tête, seule une phrase résonnait. À leurs yeux, je n'étais plus un fils, mais celui qui avait sali l'honneur de la famille. Le vent d'automne soufflait, des feuilles dorées se dispersant comme ma vie maintenant. J'ai réalisé que je venais de perdre à la fois la confiance et mon foyer. Le vin et les fleurs sont restés sur la table, sans signification. Je suis retourné à Boston en voiture, les larmes coulant. La culpabilité me hantait toujours, mais maintenant mêlée à la douleur de la perte. La famille, la chose la plus précieuse, était brisée à cause de moi. Sur le chemin du retour, les souvenirs ont afflué comme une marée. Je me suis souvenu quand j'étais petit, papa m'apprenant à conduire, strict mais patient. Tu dois être rationnel, Landon.
Ne laisse pas les émotions te contrôler. Ces paroles avaient maintenant un goût amer. Maman cuisinait toujours mes plats préférés, me serrait dans ses bras quand j'étais triste. Blake, même avec son envie, m'avait prêté de l'argent une fois lorsque la start-up était presque en faillite. Maintenant, tout était en cendres. Je me suis garé, sanglotant de manière incontrôlable. Comment tout a-t-il pu tourner ainsi? 45 millions de dollars avaient apporté la richesse mais avaient volé ma famille. Je me suis demandé, est-ce que ça en valait la peine? Quelques semaines ont passé et j'ai progressivement retrouvé un rythme de vie extérieur. Le travail intense m'a aidé à oublier quelque peu. J'ai commencé à assister à des événements sociaux, à rencontrer de vieux amis, essayant de combler le vide. Mais au fond de moi, la douleur couvait toujours. Chaque nuit, lorsque j'éteignais les lumières et que je me couchais, l'image de mon père me reniant refaisait surface. Ne reviens plus dans cette maison. Ces mots résonnaient, me serrant le cœur. Ma mère me manquait. Son silence faisait plus mal que n'importe quelle réprimande. Et Blake, avec son faible sourire et son visage pâle. Pourquoi avait-il l'air si fragile? Mais j'ai repoussé cette pensée parce que la culpabilité me rongeait toujours. Je pensais que j'étais stupide, laissant la suspicion tout détruire. 45 millions de dollars. C'était comme une malédiction, apportant l'argent mais volant les liens familiaux. Un soir, pour échapper à l'isolement, j'ai décidé d'assister à ma réunion d'anciens élèves du lycée. Notre classe organisait un rassemblement annuel dans un bar confortable du North End avec de la pizza italienne et de la bière artisanale. J'ai hésité, mais j'ai pensé que voir de vieux amis pourrait m'aider à oublier. J'ai mis une simple chemise, je suis allé en voiture en espérant des histoires amusantes sur nos jours d'école. Le bar était bondé, rempli de rires et de bavardages, l'odeur de bière et de pizza flottant dans l'air. J'ai salué tout le monde, échangé des étreintes amicales et me suis progressivement détendu. Landon, tu es riche maintenant, hein? 45 millions de dollars. Un ami a plaisanté, et j'ai forcé un sourire, levant mon verre. Juste de la chance. En discutant au bar, j'ai rencontré Adam, un vieil ami du lycée. Adam était maintenant médecin au plus grand hôpital de Boston, avec des cheveux prématurément gris et un sourire chaleureux. Nous nous asseyons ensemble pour partager nos devoirs de mathématiques. Landon, ça fait longtemps. Tu as toujours l'air jeune. Eden m'a tapoté l'épaule et nous avons commencé à nous remémorer des matchs de football dans la cour d'école aux amourettes d'adolescents. Puis la conversation s'est tournée vers le travail. Eden a parlé de cas difficiles à l'hôpital, sa voix pleine de passion. Être médecin est épuisant, mais sauver des vies est gratifiant. La semaine dernière, il y a eu un cas spécial. Il a failli mourir d'un grave empoisonnement chimique. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de bière, sans y penser beaucoup. Mais ensuite, Eden a continué nonchalamment en mentionnant « Ouais, ce patient était ton frère Blake Reeves. Il y a quelques semaines, admission d'urgence, lavage d'estomac urgent. Grave empoisonnement chimique. Si nous avions été en retard de quelques minutes, il serait parti. Heureusement, nous l'avons fait. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Je me suis figé, le cœur s'emballant, le verre dans ma main tremblant, quelques gouttes se renversant sur le sol. Tous les sons autour de moi se sont estompés. Les rires, la musique, le cliquetis des verres, tout a disparu, ne laissant que la voix d'Adam sonnant clairement dans ma tête. Blake, empoisonné il y a quelques semaines. Tout mon corps est devenu glacé comme si quelqu'un m'avait versé un seau d'eau glacée dessus. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle, mais mon esprit tournait. Eden, qu'est-ce que tu viens de dire? Blake Reeves, mon frère? Adam a hoché la tête, ne remarquant pas le changement sur mon visage. Ouais, c'est ça. J'ai traité le cas. Blake est arrivé dans un état critique, vomissant, convulsant. Les tests ont montré des produits chimiques toxiques, du genre utilisé dans l'industrie, ou bien, ça pourrait être du poison. On a dû lui faire un lavage d'estomac immédiatement. Il a survécu, mais il était très faible. Il est resté à l'hôpital quelques jours. J'ai calmement demandé le moment exact, essayant de garder ma voix stable. Quand exactement, quel jour? Eden a réfléchi un moment, puis a dit clairement. Le soir du 15 du mois dernier, vers 22 heures. Je m'en souviens parce que c'était un cas rare et que j'étais de garde de nuit. J'ai été abasourdi,
comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. C'était la nuit même de la célébration familiale pour la vente de l'entreprise. Le dîner au restaurant italien où Blake a bu mon vin d'un trait. Mon cœur battait la chamade, le sang me montant à la tête. Mon corps est devenu froid. J'ai tout compris. Le vin, ce soir-là, était vraiment empoisonné. Et Blake l'a bu pour effacer toutes les preuves quand la police est arrivée. Il ne prouvait pas son innocence. Il se sacrifiait pour le dissimuler. Empoisonnement chimique. La poudre blanche que le serveur a vue. Pas du sucre, pas une erreur. Du vrai poison. Un mélange de soulagement et d'horreur m'a envahi. J'ai eu de la chance d'appeler la police. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu boire ce verre et mourir directement à table. 45 millions de dollars, le mobile parfait. Mais horrifié par la vérité, ma famille, mon propre sang, avait tenté de me tuer. Blake a mis le poison. Mes parents le savaient-ils? Étaient-ils complices? Je suis resté là, le visage pâle, Adon demandant avec inquiétude, « Tu vas bien, Landon ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Bien, juste un peu fatigué. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. J'ai quitté la réunion tôt, rentrant chez moi en voiture avec un esprit chaotique. Je me sentais si stupide d'avoir été tourmenté par la culpabilité d'avoir été renié par mes parents pendant les dernières semaines. J'avais pleuré, regretté, même allé chez eux pour supplier leur pardon. J'avais tort, avais-je dit, m'agenouillant devant mon père. Mais maintenant, la vérité était révélée. Ils n'étaient pas les victimes. C'était moi. Blake a bu le poison pour sauver la situation, puis a failli mourir à l'hôpital. Mes parents l'ont dissimulé, m'ont renié pour protéger leur honneur. La culpabilité a disparu, remplacée par la froideur et une détermination à découvrir la vérité cachée dans les ombres de ma propre famille. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement, j'ai claqué la porte et je me suis effondré sur le canapé, les mains tremblantes alors que je tenais un verre d'eau. Dehors, Boston brillait toujours de lumière et du bourdonnement de la circulation. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'un vide glacial. De l'arsenic, la poudre blanche mortelle que mon frère avait glissée dans mon vin. Eden l'avait dit clairement, et chaque chronologie correspondait de manière terrifiante. Blake n'était plus la figure héroïque en qui j'avais autrefois confiance. C'était un homme imprudent dissimulant son crime. J'ai imaginé la scène, lui levant le verre, le buvant d'un trait devant la police, le visage pâle, mais forçant un sourire. Puis la douleur a frappé. Se tordant de douleur, transporté d'urgence à l'hôpital, presque mort. Pourquoi? Pour protéger l'honneur de la famille ou pour dissimuler le vrai plan? Un plan qui pourrait m'impliquer la disparition de 45 millions de dollars? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, mon esprit tournait avec 1000 questions. Pourquoi ma famille voudrait-elle me faire du mal? Papa, l'homme qui m'a toujours enseigné l'éthique et l'honnêteté, comment pourrait-il être complice? Maman si douce qu'elle restait silencieuse. Le savait-elle? Et Blake, mon propre frère de sang qui jouait avec moi quand nous étions enfants, maintenant un comploteur. Je me suis souvenu de vieux souvenirs. Les après-midi d'été en banlieue. Blake m'apprenant à tirer au football, riant quand je tombais. Relève-toi, petit frère. Nous sommes un. Ces mots sonnaient maintenant faux. Amer. Envie? Argent? Ou est-ce que nos parents l'avaient favorisé depuis l'enfance, nourrissant la cupidité? Je me suis tourné et retourné, une sueur froide perlant. La tension m'enveloppait. Je ne pouvais pas me concentrer sur quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai essayé de travailler. Assis dans mon bureau temporaire où je planifiais les investissements après la vente, mes yeux se sont brouillés devant l'écran de l'ordinateur. Les chiffres financiers dansaient, mais mon esprit était fixé sur ce verre de vin rouge profond. J'étais plus vigilant que jamais, vérifiant la nourriture avant de l'avaler, verrouillant les portes à double tour, installant même des caméras de sécurité. Chaque bruit de couloir faisait bondir mon cœur. Est-ce qu'il me surveille, me demandais-je en regardant par la fenêtre. Boston n'était plus ma maison. Pour moi, c'était un labyrinthe froid où les ennemis partageaient mon sang. J'ai annulé une réunion avec un partenaire en prétextant la fatigue. Je ne pouvais pas me concentrer.
La question « Pourquoi ?» tournait en boucle. Les jours suivants, la tension s'est aggravée. Je vivais comme un fantôme, mangeant à moitié, dormant par intermittence, rêvant du faible sourire de Blake, de papa criant, de maman se détournant. J'ai rappelé Aden, demandant les détails du dossier médical. Il a refusé pour cause de confidentialité, mais a confirmé, Blake a failli mourir, Landon. Le poison était sévère. Ses mots coupaient comme un couteau. J'errais dans les rues, regardant tout le monde avec méfiance. N'importe qui pouvait être un étranger qui me suivait. L'intuition de quelque chose de sinistre grandissait. Ce n'était pas un hasard. C'était prémédité. Ils ont échoué une fois. Ils pourraient réessayer. Je ne pouvais pas m'asseoir et attendre de mourir. Je devais agir. Après plusieurs nuits blanches, j'ai décidé d'engager un détective privé. J'ai cherché en ligne, j'ai choisi une agence de Boston réputée spécialisée dans la surveillance et la collecte de preuves. Je l'ai rencontré, Arlon, d'âge moyen avec une barbe grise et des yeux vifs dans un café discret. J'ai besoin que ma famille soit suivie, dis-je à voix basse. Arlon hocha la tête, posant peu de questions. Parents et frères 24H24 et 7J7, enregistrement si possible. J'ai remis des photos, des adresses et un acompte. Arlon a promis des rapports rapides, quittant le café. Mon cœur s'est emballé. C'était un tournant, de victime à chasseur de vérité, mais ça faisait mal. Engager un détective privé pour suivre mon propre sang. J'avais changé. Quelques jours plus tard, Arlon a appelé. Quelque chose d'étrange, a-t-il dit sur une ligne cryptée. Je l'ai rencontré chez moi pour le rapport initial. Mes parents et mon frère rencontraient fréquemment un conseiller financier dans un café près du centre-ville de Boston. Pas leur endroit habituel, un petit, isolé. 3 fois cette semaine, a déclaré Arlon, montrant des photos secrètes. J'ai regardé. Papa sévère, maman timide, Blake poli mais pâle. De l'autre côté de la table, un étranger en costume noir tenant des documents. Mon cœur s'est serré. Conseiller financier. De quoi discutait-il? Arlon a continué. Réunion secrète, sans préavis. Ils arrivent séparément. Parlent pendant environ 1 heure. De retour à la maison, j'ai étudié attentivement les photos. Le visage de papa rigide comme s'il planifiait. Le faible sourire de Blake tenant une tasse de café. Maman regardant autour d'elle, anxieuse. Mon intuition était juste. Quelque chose de louche. J'ai dit à Aaron de continuer à regarder, d'enregistrer si possible. Ça coûte plus cher, a-t-il dit. D'accord, ai-je répondu. 45 millions de dollars étaient maintenant pour la survie. Les nuits suivantes, j'ai attendu, l'esprit en ébullition. Pourquoi un conseiller financier? Transférer de l'argent ou un testament? Je me suis souvenu que papa exigeait que je partage la richesse. La famille se soutient mutuellement. Ces mots sonnaient maintenant comme des menaces. Arlon a rapporté à nouveau quelques jours plus tard. J'ai des enregistrements, a-t-il dit, se rencontrant à l'endroit habituel. Il a remis une clé USB et des écouteurs. Écoutez. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable, le cœur battant. D'abord une conversation avec le conseiller. La voix basse de papa. Si une urgence se produit, comment transférer le contrôle des actifs? Le conseiller. Besoin d'un testament clair ou d'une procuration? Si l'héritier meurt, les actifs vont au parent le plus proche. Blake est intervenu. Faites vite. Pas d'exposition. Maman silencieuse, mais j'ai entendu son soupir. Mon sang s'est glacé. Urgence. L'héritier meurt. Il discutait de ma mort. Mais il y avait plus. Arlon avait un autre enregistrement. Blake et maman seuls dans un café. La voix basse et urgente de Blake. La dernière fois a échoué, maman, il a appelé la police. Presque tout exposé. Cette fois, plus propre. Aucune chance pour Landon de s'échapper. Maman a chuchoté. Mes fils, c'est dangereux. Blake l'a interrompu. Nous devons le faire. Cet argent est à nous. Il est ingrat maintenant. Il paie. En entendant ça,
je suis resté figé. Chaque mot poignardait, confirmant que mes soupçons n'étaient pas une fantaisie. Blake a admis que la dernière fois avait échoué. Le vin était empoisonné. Et maintenant, plus propre cette fois. Il planifiait une deuxième tentative. Me tuer complètement pour saisir les actifs. Mon corps a tremblé, une sueur froide coulant. J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai regardé par la fenêtre la pluie, Boston brumeuse. L'horreur m'a envahi. Ma famille autrefois aimée, maintenant des ennemis. Papa complice. Maman au courant mais silencieuse. Blake en tête. 45 millions de dollars. Le mobile clair. J'ai réalisé qu'il complotait ma disparition totale une deuxième fois. Peut-être un accident de voiture ou un autre empoisonnement. Aucune chance pour Landon de s'échapper. Les mots de Blake m'ont glacé. À partir de ce moment, tous les liens du sang se sont dissous. Pas de frère, pas de père-fils. C'étaient des étrangers dangereux. Je ne pouvais faire confiance à personne. Amis, partenaires, juste moi. J'ai verrouillé la porte, j'ai vérifié les caméras, puis je me suis assis en réfléchissant. Je devais me protéger. Aaron continuerait, mais j'avais besoin d'un plan plus vaste. Avocat, preuve. La froideur s'est répandue. Pas de chagrin, mais une résolution de fer. Dans les heures qui ont suivi, j'ai réécouté les enregistrements à plusieurs reprises, en relevant plus de détails. La voix pleine de ressentiment de Blake, il est riche maintenant, il nous a oubliés. Maman faiblement, mais c'est ton frère. Blake, frère? Il nous a soupçonnés. Ils justifiaient leur crime. J'ai pensé à l'enfance. Blake m'avait sauvé une fois d'un chien vicieux. Papa m'avait enseigné la raison. Maman m'avait tenu pour dormir. Maintenant, tout était mensonge. Favoritisme depuis la jeunesse. Blake, l'aîné, préféré. J'étais toujours le second. Quand la start-up a réussi, ils ont exigé « aide ton frère ». C'était clair maintenant. Ils me voyaient comme une mine d'or, et quand je ne voulais pas partager, ils ont tué. J'ai éteint l'enregistreur et je suis resté assis, immobile, dans l'appartement noir comme le jet. Seule la lueur des lampadaires de Boston filtrait par la fenêtre. Mon cœur ne battait plus la chamade de peur. Maintenant, il battait régulièrement, froid comme la pierre. Après avoir découvert le complot visant à tout saisir, je n'ai plus hésité. Pas de larmes, pas de regrets, seulement une résolution de fer. Ils voulaient me tuer pour l'argent. Très bien, mais je ne les laisserai pas gagner. J'ai commencé à planifier la sauvegarde des actifs restants et à mettre la vérité en lumière. Ce n'était pas une vengeance aveugle. C'était de la légitime défense, de la justice. Les 45 millions de dollars, autrefois un rêve, étaient maintenant mon arme. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé un café noir amer et je me suis assis à mon bureau. Mon esprit était plus clair que jamais, malgré seulement quelques heures de sommeil. J'ai appelé un expert financier indépendant que je connaissais par le biais du réseau des startups, un homme nommé Marcus basé à New York, spécialisé dans la protection des actifs pour les entrepreneurs fortunés. Nous nous sommes rencontrés par appel vidéo et j'ai donné un bref aperçu. J'ai besoin de déplacer l'argent en toute sécurité, d'éliminer tous les risques. Marcus a hoché la tête en posant peu de questions. Il était habitué à de tels cas. Nous avons commencé immédiatement. J'ai transféré la totalité de la somme restante, environ 40 millions après impôts et dépenses, dans un trust offshore aux îles Caïmans, où la loi offre une protection à toute épreuve. Je suis resté assis là, à regarder l'écran de l'ordinateur, à taper les ordres de transfert sous la direction de Marcus. Chaque chiffre dansant me rappelait les 7 années de lutte de la start-up. Les nuits blanches à coder, les quasi-faillites, les réunions tendues avec les investisseurs. Maintenant, cet argent n'était plus une réussite. C'était la cible de l'ennemi. J'ai ajouté une clause spéciale au trust. Il ne serait accessible que de mon vivant et en pleine possession de mes moyens. Si je mourais ou disparaissais, le trust se bloquerait automatiquement et les fonds iraient à des œuvres de charité désignées, pas un sou à ma famille. Marcus a souri. Intelligent. Beaucoup de riches font ça pour éviter les litiges. Mais pour moi, ce n'était pas un litige. C'était une question de vie ou de mort.
Tous les documents ont été resignés sous la supervision d'un avocat, une vieille amie d'université nommée Elena, qui travaillait dans un petit mais réputé cabinet à Boston. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret, à l'abri des regards. Elena a examiné les papiers, ses yeux s'écarquillant. « Landon, que se passe-t-il? Pourquoi toute cette prudence ?» J'ai donné une réponse vague. « Famille compliquée. » Elle a hoché la tête, n'a pas insisté, et a été témoin de ma signature. Chaque coup de stylo était une couche d'armure. Personne d'autre que moi n'avait accès. Pas papa, pas maman, pas Blake. J'ai imaginé leur visage s'ils savaient. Papa rouge de rage. Maman timide et anxieuse. Blake avec son faible sourire plein de ressentiment. Mais il ne savait pas, et c'était mon avantage. Parallèlement à la sécurisation des actifs, j'ai commencé à rassembler toutes les preuves liées au complot de la famille. J'ai appelé Arlon, le détective privé, et j'ai exigé des sauvegardes de tout. Absolument tout. Enregistrements, photos, documents. Arlon m'a rencontré dans un parc et m'a remis une petite clé USB. Ici, copie complète. J'ai aussi enregistré quelques réunions et appels entre Blake et son conseiller privé. J'ai réécouté, le cœur battant. La voix urgente de Blake. Nous devons agir vite avant qu'il ne se doute de plus. Le conseiller. Testament falsifié ou accident? Accident plus sûr, a répondu Blake. Mon corps est devenu froid. Arlon m'a tapoté l'épaule. Fais attention. Il complote. J'ai hoché la tête, serrant la clé USB. À l'intérieur se trouvaient des photos de mes parents, des enregistrements et suffisamment de preuves pour devenir une contre-arme. Mais j'en avais besoin de plus. Je me suis souvenu du serveur du restaurant italien, celui qui m'avait prévenu cette nuit-là. J'y suis allé en voiture, le cœur s'emballant. Le restaurant était toujours élégant, l'odeur de pâtes dans l'air. J'ai demandé au directeur et le jeune homme est apparu, toujours les yeux écarquillés et nerveux. « Monsieur Reeves », balbutia-t-il. Je l'ai entraîné dans un coin tranquille et je lui ai tendu une déclaration. « J'ai besoin que vous signiez ça. Vous avez vu mon frère mettre de la poudre blanche dans mon verre de vin. » Il a hésité, regardant autour de lui. Je pourrais perdre mon travail. Je l'ai persuadé. Je vous protégerai, et il y a une récompense. Il a soupiré et a signé. Je confirme avoir vu Blake Reeves mettre de la poudre blanche dans le verre de vin de Landon Reeves dans la nuit du 15 du mois dernier. Sa main tremblait, mais la signature était claire. Je l'ai remercié, sentant un poids se soulever. C'était la première pièce, un témoin vivant. Ensuite, j'ai contacté Aden, l'ami médecin à l'hôpital. Nous nous sommes rencontrés dans un bar tranquille avec peu de monde. Eden, j'ai besoin d'une copie du dossier d'admission de Blake de cette nuit-là. Il a froncé les sourcils. Landon, c'est de la confidentialité médicale. Pourquoi en as-tu besoin? J'ai donné une brève explication. C'est une question de sécurité. Adam a hésité, mais la vieille amitié a gagné. D'accord, mais seulement pour toi. Il l'a envoyé par email crypté. Les documents confirmaient clairement un empoisonnement chimique, de l'arsenic, et le moment de l'urgence correspondait parfaitement au dîner. Empoisonnement grave, lavage d'estomac d'urgence, presque fatal. Les mots d'Adam résonnaient. Je l'ai imprimé et ajouté au dossier. J'avais maintenant des preuves médicales directement liées au vin. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai compilé tout le dossier. Assis sur le sol, les papiers étalés, enregistrements, photos, la déclaration signée du serveur, les dossiers hospitaliers, les rapports de Harlan. Chaque pièce était un coup de poignard. Mais maintenant, elles formaient un bouclier. Je les ai organisées en dossiers, sauvegardés sur un cloud sécurisé. Mon esprit était en ébullition mais clair. Il voulait me tuer une deuxième fois. Je n'allais pas attendre. J'ai contacté un grand cabinet d'avocats à Boston, un qui s'occupait d'affaires pénales et financières. J'ai fixé un rendez-vous par téléphone, la voix calme. J'ai une affaire sérieuse. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un gratte-ciel étincelant du centre-ville, l'atmosphère professionnelle épaisse dans l'air. J'ai rencontré l'associé principal du cabinet, Victor, aux cheveux argentés, aux yeux vifs. J'ai exposé toute l'histoire. Le dîner, le vin,
les enregistrements, les preuves. Victor a écouté, a pris des notes, le visage grave. Vous êtes sûr? C'est votre famille. J'ai hoché la tête. Absolument. Ils me veulent mort pour l'argent. J'ai remis le dossier, les mains tremblant légèrement. Victor l'a examiné, les yeux s'écarquillant. Il y a des éléments criminels, 2 angles, tentative de meurtre avec le vin et le deuxième complot, et fraude financière par le biais du conseiller et du testament falsifié. Il a hoché la tête. Nous nous en occuperons légalement. Rassemblons plus de preuves. Déposons une plainte auprès de la police, du tribunal. En sortant du bureau, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais et froid de Boston. La vraie bataille ne faisait que commencer. Mais cette fois, je n'étais plus la victime. J'étais en contrôle. Mon cœur battait régulièrement, sans peur. Ils pensaient que j'étais faible, paranoïaque. Ils avaient tort. Je les traînerais à la lumière, non pas par haine, mais pour la justice. Les 45 millions de dollars m'avaient sauvé, et maintenant ils m'aideraient à gagner. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état d'anticipation tendu, mais plus de peur. Victor, mon avocat, appelait quotidiennement avec des mises à jour. La police surveillait, rassemblant plus de preuves. Arlon, l'enquêteur, a signalé d'autres réunions secrètes. Blake et le conseiller financier discutant d'un plan de secours. J'ai écouté, pris des notes, mais mon esprit ne tournait plus. J'avais sécurisé mes actifs et j'avais des preuves solides. Il était maintenant temps d'affronter. Après de nombreux jours de réflexion, allongé éveillé, fixant les lumières scintillantes de la ville la nuit, j'ai décidé de rendre visite une dernière fois à la maison de mes parents. Non pas pour m'excuser ou me réconcilier. Ces choses étaient mortes depuis longtemps, mais pour les affronter, pour leur faire savoir que je savais tout. C'était un adieu, la dernière étape avant que la justice n'intervienne. J'ai conduit jusqu'à la banlieue de Boston un après-midi pluvieux. Des feuilles d'automne dorées tombaient éparpillées le long de la route. La vieille maison est apparue avec sa clôture blanche délavée et une fine fumée s'échappant de la cheminée. Mon cœur battait plus vite, mais pas de peur. C'était un calme froid. Je portais un épais dossier de preuves. Des copies de tout. Enregistrements, photos, le dossier médical de Blake, la déclaration du serveur rangée dans une mallette en cuir. Quand j'ai frappé, le son a résonné comme le marteau du destin. La porte s'est ouverte et ma mère se tenait là, le visage émacié, les yeux timides. « Landon, que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait comme si elle avait peur. Je suis entré sans attendre d'invitation. La maison semblait lourde, comme une tombe. Dans le salon, mon père était assis dans son vieux fauteuil, le visage sévère comme de la pierre. Blake était assis à côté de lui, poli dans un costume gris, mais toujours pâle de l'empoisonnement. En me voyant, cria papa, la voix retentissante. « Tu as encore le culot de te montrer. Je t'ai renié. Sors !» Il s'est levé, pointant la porte du doigt, le visage rouge de rage. Blake a souri avec moquerie, les lèvres retroussées. « Petit frère, n'as-tu pas appris ta leçon ou es-tu ici pour t'excuser à nouveau ?» Son ton dégoulinait de mépris, mais j'ai surpris une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je me tenais là, dans le salon familier, avec l'odeur du vieux bois et des pâtisseries de maman, mais maintenant tout semblait étranger. J'ai pris une profonde inspiration, la voix stable. « Papa, maman, Blake, je ne suis pas ici pour m'excuser. Je suis ici pour dire que je sais tout. La tentative de meurtre de Blake. Le poison dans mon vin au dîner. Vous deux qui avez toléré, couvert, étaient complices. Les réunions avec le conseiller financier, les plans pour saisir mes actifs si je meurs. Je sais tout. » Mes paroles sonnaient claires comme un verdict. La pièce est tombée silencieuse, seul le crépitement de la pluie sur les fenêtres. Le visage de papa est devenu rouge en écoutant, puis il a frappé du poing sur la table, le son résonnant. « Tu inventes tout ça. Tu calomnies ta propre famille pour de l'argent. Tu es fou, Landon. Je t'ai élevé et maintenant tu mords la main qui t'a nourri. » Sa voix grognait, les yeux flamboyants comme un animal acculé. Il s'est approché, me pointant du doigt. « C'est tout un malentendu. Tu es paranoïaque à cause de la richesse, pensant que tout le monde veut te faire du mal. » Je l'ai regardé, un bref pincement au cœur.
Il était autrefois mon pilier, m'enseignant la raison. Maintenant, il le niait, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant le mensonge. Maman se tenait tremblante, s'agrippant à la nappe, la voix faible mais défensive. Landon, tu détruis nos liens familiaux. Blake est ton frère. Comment peux-tu penser si mal? Nous t'aimons. Elle s'est avancée, les yeux brillants, essayant de toucher mon bras. Arrête ça, fils. N'aggrave pas les choses. Ses paroles coupaient comme un couteau. Elle qui m'avait autrefois tenu en pleurant sur les échecs de ma start-up défendait maintenant Blake, niant tout. J'ai secoué la tête. Tu savais, maman, n'est-ce pas? Tu savais que le vin était empoisonné, mais tu es restée silencieuse. Blake a maintenu sa posture arrogante et autoritaire, les bras croisés. Petit frère, de quoi parles-tu? Complot de meurtre, saisi sans preuve. Tais-toi. Où prévois-tu de poursuivre ta famille? Quelle honte. Il rit bruyamment, mais le rire était forcé, les mains s'agrippant fermement à la chaise. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à nos parents, attendant du secours. Le salon semblait étouffant, la pluie dehors s'intensifiant, comme si les cieux étaient en colère aussi. Je n'en pouvais plus. M'approchant de la table, j'ai claqué l'épais dossier de preuves sur la surface en bois. Les papiers se sont éparpillés partout. Photos de réunion, transcriptions imprimées, le dossier hospitalier de Blake marqué, empoisonnement à l'arsenic. La déclaration du serveur. Voici la preuve, dis-je, la voix glaciale. Enregistrement de Blake disant, la dernière fois a échoué, cette fois plus propre. Dossiers hospitaliers confirmant qu'il a été empoisonné juste après avoir bu mon vin. Photo de vous rencontrant le conseiller, discutant d'un testament si je meurs. Tout est là. La pièce a sombré dans un silence de mort. Papa a ramassé une feuille, l'a parcourue, le visage cendré, puis a baissé la tête, les yeux hébétés comme s'il était sans âme. Non, impossible, marmonna-t-il, la voix faible. Maman s'est effondrée sur une chaise, la main sur la bouche, les larmes coulant. Comment? Comment est-ce arrivé? Elle a regardé Blake, puis moi, déchiré entre nous. La panique de Blake était évidente. Le visage blanc comme un linge, les yeux allants et venant. Puis il a rapidement retrouvé son calme, essayant de détourner l'attention. C'est tout un malentendu. Ces enregistrements sont montés, les photos fausses. Tu es délirant à cause de l'argent, Landon. Mais sa voix tremblait, l'arrogance disparut. Papa a pris une profonde inspiration, essayant de reprendre son autorité. Landon, écoute-moi. Ne fais rien de stupide. Reste tranquille. Nous pouvons régler ça en interne. Nous sommes une famille. Ne laisse pas les étrangers savoir. Ses yeux suppliaient, mêlés de menaces. Mais je savais que le lien familial s'était rompu depuis longtemps, à cause du vin empoisonné, à cause de son reniement. Régler ça en interne? J'ai ri amèrement. Vous pensez que je vais rester silencieux pour qu'il puisse me tuer une deuxième fois? Non. Blake a vraiment paniqué maintenant. Il s'est jeté en avant, a arraché les papiers, les déchirant frénétiquement, des lambeaux volant comme de la neige. Tu n'as rien. C'est faux, a-t-il crié, le visage violet, les mains tremblantes. Je suis resté immobile, regardant. Ce sont des copies, frère. Les originaux sont en sécurité. Blake s'est figé, haletant, les yeux remplis d'horreur. Le salon était maintenant un champ de bataille. Des morceaux de papier sur le sol, la pluie battant les fenêtres, l'air épais et suffocant. Je les ai regardés une dernière fois, papa courbé, maman sanglotant doucement, Blake figé comme une statue. Que la justice parle, dis-je d'un ton égal. Je n'ai plus rien à dire. Puis je me suis retourné, je suis sorti, laissant la pièce imprégnée de silence et de peur. La porte a claqué derrière moi, la pluie noyant tout. Je suis monté dans la voiture, je suis parti sans regarder en arrière. Mon cœur était lourd, mais pas douloureux, seulement libéré. Sur le chemin du retour, sous la pluie battante, les souvenirs d'enfance ont afflué comme une marée, me ramenant dans le courant du passé. Depuis mon plus jeune âge, j'avais l'habitude de vivre dans l'ombre de mon frère. Blake, l'aîné, la fierté de nos parents. Ils ont tout mis en œuvre pour l'aider à réussir, espérant qu'il apporterait la gloire à la famille.
Papa, avec ses manières rigides, disait toujours, Blake sera le pilier. Tu dois le suivre. Maman choyait davantage Blake, cuisinant ses plats préférés, le vantant auprès des voisins. Et moi, juste le plus jeune, jouant seul dans le jardin. Je me souviens des après-midi d'été. Blake emmené par papa pour des cours de soutien en mathématiques tandis que je restais à la maison à dessiner. Sois pratique comme ton frère, disait souvent papa sévèrement. En grandissant, Blake a décroché un bon emploi dans la finance, un salaire élevé, une belle voiture. Les parents rayonnaient, se vantant partout. Notre Blake a réussi. Pendant ce temps, j'ai démarré ma start-up, luttant contre les dettes et les échecs. Je n'ai reçu aucun encouragement. Seulement des comparaisons. Pourquoi n'es-tu pas comme Blake? Il est stable. Tu es trop rêveur, criait papa. Maman hochant la tête en silence. J'ai serré les dents, pensant que c'était de l'amour à l'ancienne. Puis, quand la start-up a réussi, vendue pour 45 millions de dollars, ils ont changé. Les parents exigeaient constamment, soutiens la famille. Subviens à nos besoins. Ils voulaient que je leur achète une nouvelle maison. Que j'envoie de l'argent tous les mois. Aide ton frère. Blake a des difficultés. Blake empruntait sans cesse, souriant, poli. Nous sommes frères. Mais je voyais l'envie dans ses yeux. Quand je l'ai dépassé, il est devenu silencieux, évitant d'en parler. Maintenant, en me remémorant ses souvenirs sous le règne de Boston, j'ai compris. Le favoritisme n'a pas seulement tué les liens fraternels. Il a engendré le ressentiment, transformant la famille en les ennemis les plus cruels. Je me suis garé, la pluie martelant le pare-brise. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, ne pleurant pas pour la perte, mais réalisant la dure vérité. Les parents ont favorisé Blake depuis l'enfance, le rendant égoïste, croyant que tout lui était dû. J'ai toujours cédé. Et quand je ne l'ai pas fait, ils ont tué. 45 millions de dollars n'étaient pas une malédiction. C'était une loupe révélant les vrais visages. J'ai essuyé mes larmes, j'ai continué à conduire. Les souvenirs d'enfance n'étaient plus beaux, juste des leçons. Je ne les laisserai pas me tirer vers le bas. La justice arrivait, et j'étais prêt. De retour à l'appartement, j'ai appelé Victor. Ils savent maintenant. Procéder. Il a hoché la tête. La police agira bientôt. Je me suis assis seul, rejouant les papiers déchirés dans mon esprit, Blake les déchiquetant en vain. L'anticipation montait. Que ferait-il? Fuir? Attaquer? Mais je n'avais pas peur. Le contre-plan était complet. Nuit et pluie à Boston. Mais mon cœur était clair. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation, j'ai vécu dans un étrange état d'attente. Pas d'anxiété, mais un calme froid, comme le silence avant une tempête. Aaron a appelé, rapportant que ma famille était en panique. Mes parents sortaient rarement de la maison. Blake rencontrait constamment le conseiller financier, discutant probablement de fuite ou de déni, mais je savais que les rouages de la justice tournaient. Victor mettait à jour quotidiennement. Le dossier est en cours d'examen. La police recueille plus de preuves auprès du restaurant et de l'hôpital. J'ai hoché la tête, assis dans mon appartement de luxe, regardant la pluie tomber par la fenêtre. Après des semaines de préparation, mon dossier a finalement été accepté par le tribunal de la ville de Boston. Victor a appelé tôt un matin. Ils l'ont accepté, Landon. L'affaire sera publique. Mon cœur s'est emballé un instant, puis s'est calmé. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias. Les journaux de Boston d'abord, puis à l'échelle nationale. Jeune entrepreneur de la tech ciblé par sa propre famille pour 45 millions de dollars. Les gros titres criaient. Les journalistes appelaient sans arrêt, mais j'ai refusé les interviews. Laissez le tribunal décider, ai-je dit à Victor. Je ne voulais pas la gloire. Je voulais la vérité. Mais les médias en ont fait un cirque. De vieilles photos de moi à la start-up, des photos de famille, des analyses de mobile. Je les ai parcourus, le cœur amer. Ils étaient autrefois ma famille, maintenant des personnages de films d'horreur. Je me suis préparé pour le procès comme pour une bataille. Victor m'a coaché. Tu témoigneras. Reste calme. Dis la vérité.
J'ai pratiqué devant le miroir, répétant l'histoire. Le vin, les enregistrements, les dossiers médicaux, chaque fois des souvenirs d'enfance se mélangeaient. Blake souriant en m'apprenant le football. Papa m'enseignant sévèrement la raison. Mais maintenant, il ne m'ébranlait pas. Il ne faisait que me rappeler. Le favoritisme les avait transformés en monstres. Je dormais moins, mais profondément. Plus de cauchemars. Boston approchait de l'hiver, les vents plus froids, mais mon cœur se réchauffait de résolution. Le premier jour du procès est arrivé comme un tourbillon. Je portais un simple costume noir, je suis allé au palais de justice du centre-ville de Boston, un bâtiment ancien avec des colonnes de granit, symbole de la justice. Dehors, les journalistes s'entassaient, les microphones levés. « Landon, que ressentez-vous à l'idée de poursuivre votre famille » criait-il, les flashs crépitant alors que j'entrais. J'ai gardé mon visage calme, mais mes yeux lourds de souvenirs, de l'effondrement. La salle d'audience était bondée. Les journalistes s'entassaient sur les bancs du fond, les enregistreurs bourdonnaient, l'air épais de papier et de tension. Je me suis assis à côté du procureur, le cœur stable, regardant autour de moi. Ce n'était pas un film. C'était la vraie vie, et j'étais au centre. De l'autre côté de l'allée, les accusés sont apparus, mes parents et Blake, légèrement menottés sous la garde de la police. Mon père, Damon, était assis le dos droit, le visage dur comme de la pierre, évitant mon regard. Il portait un vieux costume, ayant l'air plus vieux que 62 ans. Ma mère, Aria, était assise près de lui, serrant un mouchoir, les yeux rouges, évitant le regard de son fils. Elle avait l'air petite, douce comme toujours, mais ce silence était maintenant de la complicité. Blake est entré le dernier, le visage encore pâle de l'empoisonnement, essayant de maintenir un calme poli, mais les mains tremblant légèrement alors qu'il s'asseyait. Il m'a jeté un coup d'œil, les yeux pleins de ressentiment mêlés de peur. L'air de la salle d'audience était lourd, les journalistes chuchotant comme une ruche dérangée. Le juge a frappé du marteau. Nous commençons. Le procureur, une femme d'âge moyen nommée Sarah, la voix sèche, s'est levée pour présenter l'acte d'accusation détaillé. Elle a brandi le dossier. Les accusés Damon, Aria et Blake Reeves ont conspiré pour assassiner Landon Reeves afin de s'emparer de 45 millions de dollars de la vente de son entreprise. Preuve, un témoin a vu Blake mettre de la poudre blanche, de l'arsenic, dans le verre de vin lors du dîner. Blake l'a bu pour couvrir lorsque la police est arrivée, ce qui a entraîné un empoisonnement à l'hôpital. Des enregistrements révèlent un deuxième plan. La dernière fois a échoué, cette fois plus propre. Pas d'échappatoire pour Landon. Des réunions avec un conseiller financier ont discuté de testaments falsifiés et de transferts d'actifs si Landon mourait. Elle a présenté chaque pièce. Photos, enregistrements diffusés dans la pièce, la déclaration du serveur. Les journalistes gribouillaient furieusement, les flashs crépitant alors que les preuves apparaissaient à l'écran. J'ai écouté, le cœur glacé. Chaque détail coupé comme un couteau. Mes parents étaient assis en silence. Blake a baissé la tête. Leur avocat de la défense, un homme corpulent, a tenté de contrer. Tout un malentendu. Pas de poison, juste du sucre. Enregistrement monté. Landon paranoïaque à cause de la richesse. Mais sa voix était faible. Les preuves étaient accablantes. J'ai témoigné le premier, debout à la barre, la voix égale. J'ai vu mon frère verser du vin à plusieurs reprises. Le serveur m'a prévenu. J'ai appelé la police. J'ai appris plus tard qu'il avait été empoisonné à l'arsenic cette nuit-là. Le juge a hoché la tête. Les journalistes ont pris des photos. Blake a fixé, mais je n'ai pas regardé en arrière. Maman a sangloté doucement. Papa a secoué la tête. La salle d'audience s'est échauffée avec les arguments. Après des jours de débat, traînant une semaine, chaque jour comme la nôtre, le procès a été dramatique. Le procureur a appelé des témoins. Le serveur tremblant racontant. Eden confirmant les dossiers. Harland présentant les rapports de surveillance. La défense a tenté de rejeter. Aucune preuve d'intention de tuer. Mais les enregistrements ont été diffusés. La voix de Blake. La dernière fois a échoué, cette fois plus propre. La pièce est tombée silencieuse. Les journalistes murmurant. Je me suis assis en regardant ma famille s'effondrer.
Papa a vieilli davantage. Maman pleurant sans arrêt. Blake perdant son vernis. La tension montait de jour en jour. Comment n'irait-il? Mais les preuves s'accumulaient. Pas d'échappatoire. Finalement, le jour du verdict. La salle d'audience était plus bondée. Les médias s'agglutinaient à l'extérieur. Le juge, un homme plus âgé à la voix profonde, a déclaré, après examen des preuves, le tribunal déclare Damon, Aria et Blake Reeves coupables de complot en vue d'assassinat et de fraude financière. Les peines ont été annoncées à la presse. Damon 15 ans pour complicité. Aria 8 ans pour dissimulation. Blake 20 ans en tant que cerveau. Des murmures ont éclaté. Les flashs sont devenus fous. Maman s'est évanouie. Papa a baissé la tête. Blake est resté figé. Le visage cendré. Lorsque le marteau est tombé, son son sec fermant tout. J'ai fermé les yeux. Le vide m'inondant. Pas de joie de la victoire, pas de satisfaction, juste la douleur froide d'une famille qui s'effondre. J'ai ouvert les yeux, les regardant emmener. Papa traînant lourdement. Maman sanglotant hystériquement. Blake jetant un coup d'œil en arrière, les yeux pleins de haine. Cet après-midi-là, après le procès, j'ai quitté le palais de justice en silence, laissant derrière moi les clics des appareils photo et les questions criées. La pluie tombait toujours, la rue de Boston glissante, les voitures se précipitant. J'ai marché, le vent froid me giflant le visage, l'esprit vide dans ma tête. Un seul écho. La justice a été rendue, mais mon cœur ne pourrait jamais revenir comme avant. J'ai pensé aux jours anciens, aux dîners de famille, aux rires qui résonnaient. Maintenant, seulement descendre. Je suis retourné à l'appartement, j'ai fermé la porte, je me suis assis seul. Le vide m'a enveloppé, mais je savais que je devais continuer à vivre. Pas d'ancienne famille, mais un nouvel avenir. 3 semaines après le procès, Boston me semblait plus étouffante que jamais. Chaque coin de rue, chaque café familier remuait des souvenirs du passé. Les réunions de famille, les appels de mes parents exigeant un soutien, les faux sourires de Blake. Les médias s'accrochaient sans relâche. Des journalistes appelant, des articles inondant Internet. Des titres sensationnels sur le millionnaire trahi par sa propre famille. J'ai éteint mon téléphone, j'ai tiré les rideaux, j'ai essayé de me couper du monde. Mais le vide persistait, un puissant fond. Je restais au lit, fixant le plafond, me demandant, la justice est rendue, alors pourquoi ça fait encore mal? J'ai autrefois pensé que gagner l'affaire me libérerait, mais non. Cela n'a fait que confirmer la fracture permanente. Plus de famille, juste moi. Seul avec 45 millions de dollars qui semblaient maintenant sans signification. J'ai décidé de quitter Boston pour un temps, pour retrouver mon équilibre. Cette ville où je suis né, où j'ai démarré mon entreprise, où j'ai réussi, était devenue une prison de souvenirs. J'ai vendu l'appartement de luxe, l'endroit qui a été témoin de nuits blanches à planifier ma contre-attaque. Le courtier a demandé, pourquoi vendre si vite? J'ai esquissé un faible sourire. Besoin d'un changement d'air. Le produit de la vente a été versé dans le trust sécurisé. Pas un centime de gaspillé. J'ai fait mes valises, juste quelques valises de vêtements, mon ordinateur portable et les quelques souvenirs non souillés par la famille. Puis j'ai conduit vers le nord, vers la côte du Maine. L'autoroute s'étendait à l'infini, la pluie tombant toujours. Mais quand l'océan est apparu, les vagues à crête blanche, le vent salé, j'ai ressenti un léger soulagement. Le Maine était paisible, détaché du bruit du passé. De petites villes avec des maisons en bois, des plages immaculées, des habitants sympathiques mais discrets. J'ai acheté une modeste maison en bord de mer avec un toit en pente et des fenêtres donnant sur l'océan. La première nuit, le bruit des vagues m'a bercé. Le premier repos sans cauchemar depuis des mois. Dans le Maine, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Pas de précipitation, pas d'ambition comme avant. J'ai tranquillement démarré une petite entreprise technologique, une plateforme logicielle aidant les petites entreprises à gérer leurs données en toute sécurité, en m'inspirant de mon expérience de start-up. Je travaillais de chez moi, assis près de la fenêtre surplombant la mer, code ligne par ligne à un rythme tranquille. Plus de nuits blanches sous pression, plus de courses à la gloire ou à la fortune. Mon projet a progressivement réussi. Premier client, puis petit contrat,
puis revenus réguliers. J'ai investi une partie de l'argent, mais pas pour m'enrichir, juste pour avoir un but. Pourquoi ne pas voir plus grand, m'a demandé un partenaire lors d'un appel. J'ai souri. C'est assez. Je veux vivre, pas courir. Le Maine m'a appris ça. Les vagues de l'océan vont et viennent. Pas besoin de se dépêcher. Je courais le long de la plage chaque matin, respirant l'air salé, sentant mon corps plus fort, mon esprit plus clair. Le vide était toujours là, mais maintenant c'était un espace à remplir avec quelque chose de nouveau. Lors d'une petite conférence technologique à Portland, où les programmeurs partageaient des idées, j'ai rencontré Nicole. C'était une conceptrice de logiciels aux longs cheveux bruns, au sourire chaleureux et aux yeux intelligents. Nicole a présenté des interfaces conviviales en mettant l'accent sur le respect de la vérité et de l'équité dans la technologie. Ces paroles m'ont touché. Après tout, je croyais en ça aussi. Après la conférence, nous avons parlé autour d'un café. Que penses-tu de la vie simple, a-t-elle demandé, les yeux pétillants. J'ai partagé brièvement mon parcours. J'ai autrefois couru après l'argent, mais maintenant je veux juste la paix. Nicole a hoché la tête. Pareil pour moi. La technologie devrait servir les gens, pas l'inverse. Nous partagions des idéaux, une vie simple, la vérité, l'équité. Elle m'a parlé de son enfance rurale dans le Maine où tout était authentique. J'ai mentionné mon ancienne start-up, mais j'ai gardé les parties sombres cachées. La conversation s'est prolongée tard dans la nuit, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sincèrement. Nicole et moi nous sommes vus plus souvent, promenade sur la plage, cuisine chez elle, discussion d'idées de logiciels. Elle était gentille, aidant les voisins, faisant du bénévolat au centre communautaire, et intelligente, offrant toujours de nouvelles perspectives. La vie n'est pas une compétition, a-t-elle dit un soir près d'un feu de camp. C'est un partage. Ces paroles ont guéri une partie de ma blessure. Je me suis progressivement ouvert sur le passé, le procès, ma famille, et elle a écouté sans jugement. Tu es si fort, m'a-t-elle serré dans ses bras. L'amour est venu naturellement, comme la marée montante. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie en bord de mer. Seuls quelques amis proches étaient témoins. Pas d'extravagance, pas de foule. Nicole dans une simple robe blanche, moi dans un costume gris. Les vagues léchaient nos pieds. Le vent marin en témoin. Je promets de rester à tes côtés à travers chaque tempête, a-t-elle murmuré. Je l'ai embrassé, le cœur plein de chaleur. Le Maine, lieu de paix, me semblait maintenant être ma maison. 5 ans ont passé en un clin d'œil, mais plein de sens. Nous avons eu un adorable fils, Ethan, aux yeux bleus comme la mer et au sourire de Nicole. Notre petite maison en bord de mer débordait de rire. Ethan courant sur le sable. Nicole chantant des berceuses. Moi lui racontant des histoires de start-up. Papa a autrefois construit une grande entreprise, disais-je. Mais maintenant, papa construit une famille. Ma petite entreprise a grandi régulièrement. Des revenus suffisants pour le confort. Pas besoin de plus de richesse. Je travaillais de chez moi, donnant la priorité à la famille. Les après-midi, nous nous promenions sur la plage, Ethan ramassant des coquillages, Nicole me tenant la main. « Es-tu heureux ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, plus que jamais. Ce que je pensais ne jamais retrouver, les rires de famille, remplissaient maintenant l'air. Le vieux vide a été remplacé par un amour réel. Mais le passé vacillait encore. Un matin, alors qu'Ethan jouait dans le jardin, le téléphone a sonné. C'était l'avocat. Votre père est décédé en prison d'une maladie cardiaque. Un avis froid de l'établissement. Pas de grande funérailles, juste un simple enterrement. Je me suis assis en silence, fixant la mer. Pas de vague de colère, pas de larmes, juste le vide familier. Papa, l'homme qui m'a enseigné sévèrement la raison, parti en prison pour les crimes qu'il a choisis. Je me suis souvenu de lui claquant la table, criant, me reniant. Papa, ai-je murmuré, mais je n'ai ressenti aucun chagrin. Nicole m'a serré dans ses bras. Tu vas bien ? J'ai hoché la tête. Bien. C'est la fin. Pas de funérailles, pas de visite. J'ai choisi ça. Le passé enterré avec lui. 4 mois plus tard,
des nouvelles de maman sont venues par l'intermédiaire de Victor. Elle a été libérée plus tôt pour bonne conduite et coopération avec l'enquête. Elle vivait tranquillement dans une maison de retraite à la périphérie de Boston. Mon cœur s'est serré. Maman, douce mais silencieusement complice. J'ai conduit jusqu'à Boston, j'ai acheté un bouquet de ses roses préférées. La maison de retraite était calme, une odeur antiseptique dans l'air. J'ai demandé à l'infirmière d'annoncer que son fils était là, mais l'infirmière est revenue. Elle dit qu'elle ne veut pas vous voir. Je suis resté silencieux devant la porte, regardant à travers la fente. Elle était assise près de la fenêtre, vieillie, les yeux lointains. J'ai laissé les roses à la porte et je suis parti. Pas de colère, pas de douleur, juste de l'acceptation. Sur le chemin du retour vers le Maine, la pluie tombant à nouveau, j'ai réalisé que certaines blessures n'ont pas besoin de guérir. On apprend juste à vivre avec. Maman a choisi le silence. J'ai choisi d'avancer. La vie s'est écoulée paisiblement, mais le passé rendait encore visite. Un matin, en vérifiant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe à l'écriture familière. De Blake, le frère condamné il y a des années. Mon cœur s'est emballé, pas de contact depuis si longtemps. La lettre était mince, l'écriture tremblante. Petit frère, j'ai beaucoup réfléchi en prison. J'avais tort. Désolé pour tout. J'espère que tu pourras pardonner. Il a écrit sur des nuits de regret, une cupidité aveugle. Je l'ai lu à la table de la cuisine. Nicole regardant avec inquiétude. Des excuses tardives, mais sincères. Je ne savais pas. J'ai rangé la lettre dans un tiroir avec de vieilles photos et des papiers de justice, des choses du passé. Pas de réponse, non pas par haine, mais parce que le passé était clos. Blake emprisonné, moi ici avec ma nouvelle famille. Le temps passe comme les vagues de l'océan du Maine. Va et vient, emportant sable et poussière, mais laissant des traces derrière. Ethan a grandi maintenant, le garçon aux yeux bleus comme la mer et au sourire radieux, courant dans la maison, posant des questions sans fin sur le monde. Nicole est toujours à mes côtés, la femme gentille qui a transformé notre petite maison en bord de mer en un véritable sanctuaire. Mon entreprise de logiciels se développe régulièrement, sans fanfare, juste assez pour que nous vivions confortablement et passions du temps ensemble. Mais dans les moments calmes, assis près de la fenêtre à regarder l'océan gris sous un ciel d'hiver, je réfléchis au chemin parcouru. Landon Reeves, du jeune homme calme de Boston, le millionnaire réticent, la victime d'un complot familial, à l'homme ordinaire du Maine. Le temps m'a appris que la justice peut rétablir la vérité, mais elle ne peut pas guérir les blessures du cœur. Ce procès, le marteau retentissant les a envoyés en prison. Mais la cicatrice dans mon cœur demeure, brûlant chaque fois que le vent marin souffle fort. Je me souviens clairement de ces premières nuits dans le Maine, lorsque je venais d'emménager. Je me réveillais au milieu de la nuit, trempé de sueur froide, rêvant de ce verre de vin rouge profond. La justice a été rendue. Papa 15 ans, maman 8 ans, Blake 20 ans. Mais pourquoi le vide persistait-il? J'ai autrefois pensé que gagner l'affaire apporterait la paix. Mais non, cela n'a fait que confirmer la dure vérité. La famille s'est brisée non pas à cause du tribunal, mais à cause de la cupidité et de la trahison bien avant. Je me suis assis sur le rivage, les galets sous mes pieds, les vagues s'écrasant, et j'ai réalisé que le succès, la gloire ou l'argent ne signifient rien sans une confiance et un amour authentique auquel s'accrocher. Les 45 millions de dollars, autrefois une source de fierté, maintenant juste des chiffres dans un compte, incapables d'acheter de vrais rires de famille. J'ai pensé à l'ancienne start-up. 7 ans de lutte, la vente de l'entreprise pour presque mourir aux mains de mon propre sang. L'argent apporte le pouvoir, mais pas le bonheur sans la confiance. Dans le Maine, avec Nicole et Ethan, j'ai appris à chérir les petites choses. Un dîner chaud, un câlin de mon fils, un sourire de ma femme. C'est la vraie richesse. Ceux qui voulaient autrefois me faire du mal en ont payé le prix. Papa est décédé en prison, et maman vit dans l'isolement dans une maison de retraite. Blake réfléchit derrière les barreaux. Mais ils servent aussi de miroir, me montrant que la cupidité peut faire tout perdre aux gens. Je repense à Blake, le frère poli, envieux depuis l'enfance, devenu cerveau par jalousie de mon succès. Papa, rigide et partial, a toléré le crime pour préserver l'honneur de la famille. Maman, douce mais silencieuse, est devenue complice par manque de conviction.
Ils ont perdu la liberté, se sont perdus les uns les autres parce que la cupidité a obscurci leur raison. Un soir, près du feu de camp avec Nicole, je lui ai parlé d'eux. Ils étaient autrefois mon exemple, maintenant une leçon. La cupidité est comme un poison. Elle tue lentement. Nicole m'a tenu la main. Tu l'as surmonté. C'est ce qui compte. J'ai hoché la tête, en paix. Ce miroir m'a appris à vivre différemment. Pas avec une ambition aveugle, ne laissant pas l'argent me contrôler. Ma petite entreprise se concentre maintenant sur des logiciels qui aident les petites entreprises à protéger leurs données, pas à dominer le marché. C'est ainsi que j'applique la leçon. Ne te perds pas dans la cupidité. J'ai appris à pardonner, non pas pour oublier, mais pour me libérer du fardeau de la haine. S'accrocher au ressentiment ne fait que nous enchaîner au passé. Au début, après le procès, j'étais en colère. Comment ont-ils pu me faire ça? Mais dans le Maine, lors de promenades solitaires sur la plage, j'ai réalisé que la haine est une chaîne qui vous tire vers le bas. Le pardon vous libère. Plus de cauchemars, plus de suspicion envers tout le monde. Nicole m'a appris que, le pardon est pour soi-même, tu sais. Je l'applique dans la vie. Quand Ethan fait une petite erreur, je le serre dans mes bras, je lui apprends à la réparer sans le blâmer. Le pardon n'efface pas le crime, mais il libère l'âme. Sinon, je resterai une victime pour toujours, même si le tribunal a gagné. Je veux dire ceci. Quand on est trahi, ne laissez pas la douleur vous transformer en quelqu'un comme eux. Le calme et la persévérance sont les réponses les plus profondes. J'ai autrefois souffert. Sanglotant après avoir été abattu, confus après le vin. Mais le calme m'a aidé à rassembler des preuves. La persévérance l'a porté devant le tribunal. Si la douleur s'était transformée en haine, j'aurais tout perdu. Avec Ethan, j'enseigne. Quand on est trompé, pense calmement. Agis avec résolution. Cette leçon vient de l'expérience. La trahison est une tempête, mais le calme est l'ancre. La résolution, la voile. L'argent peut construire des empires, mais seul le caractère maintient une personne vraiment ancrée dans la vie. La confiance, une fois trahie, ne peut être entièrement restaurée. Mais des ruines, nous apprenons à choisir qui mérite de rester dans nos vies. La confiance avec la famille brisée, irrécupérable. Mais de là, j'ai choisi Nicole. De vrais amis. L'effondrement m'a appris. Observe les actions, écoute les paroles, choisis les honnêtes. Avec Ethan, fais confiance aux gens, mais vérifie. La nouvelle confiance avec ma nouvelle famille est plus forte. Enfin, je réalise que la justice n'est pas seulement dans un verdict de tribunal, mais dans le fait de s'accrocher à l'humanité. Même quand tout autour s'effondre, le tribunal les a déclarés coupables, mais la vraie justice est que j'ai gardé mon humanité, pardonnant, vivant bien, ne devenant pas le méchant. Quand tout est tombé, la trahison familiale, je me suis accroché à l'humanité. Pas de haine, pas de vengeance. C'est la justice supérieure.